Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre tribune de lecture de l'actualité sociopolitique et économique Dimanche Politique. Comme l'exigent les principes de cette émission, la découverte de l'invité sera suivie de la lecture minutieuse, scientifique, pointue et impartiale des faits sociopolitiques et bien évidemment des acteurs qui ont animé le landerneau politique béninois. Et puis, après les bien délicates et intéressantes 12 minutes de Corneille Haïsset, suivront sans oublier l'agenda et les perspectives de notre invité sur l'actualité au Bénin. Alors, à l'ouvrage du contenu maintenant de ce numéro de Dimanche Politique, c'est un professeur titulaire des universités de Camès dans l'un des domaines très prisé et sélect. Il est diplômé de l'université de Mont-Hainaut en Belgique, professeur de psychopédagogie et de communication dans les universités du Bénin depuis 1995. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Il fut recteur de l'université de Porto Novo et directeur et ancien directeur de cabinet au ministère du Tourisme, de la Culture et de la Communication sous l'ancien ministre Frédéric Dohou. Si ça n'est pas le cas, il nous le précisera. Il reste, pour l'avoir prouvé, sur différents médias internationaux et béninois, un fin analyste politique, un politiste accompli. C'est bien le professeur Jean-Claude Roumanou que nous recevons pour vous ce matin. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Davour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être dans vos murs. Alors, avons-nous pu réellement tout dire du personnage Jean-Claude Roumanou? Je crois que vous avez dit l'essentiel. Bon, s'il y a quelque chose à rajouter, c'est que, il y a eu tout un cheminement qui m'a conduit au poste de directeur de cabinet. Ah oui. Puisque avant ça, j'ai été assistant du tout-puissant ministre de l'Éducation nationale à l'époque, le professeur Damien Al-Hassa, paix à son âme. Il était le seul ministre de l'Éducation. Damien Modérance, il soit Al-Hassa. Voilà. Après lui, le ministère a été scindé en 3 ministères. Il y a eu le ministère du primaire, le ministère du secondaire, le ministère de l'enseignement technique. Donc c'est après lui, effectivement, que le ministère a été éclaté en 3 départements. Donc j'ai cheminé un peu avec lui. J'ai ensuite occupé de postes académiques aussi à l'université. Après mon expérience au cabinet du ministère de l'Éducation nationale, j'étais chef du département de psychologie et des sciences de l'éducation à l'université. J'ai été également directeur de l'école supérieure de Porto Novo avant d'être recteur. Et vous avez raison de dire que j'ai été directeur de cabinet dans 2 ministères différents. Donc d'abord le ministère de la Culture, de l'artisanat et du tourisme. Ensuite, le ministère de la Communication et de la Promotion des technologies nouvelles. Voilà ce que je devrais ajouter à cette présentation que vous avez faite. Merci, professeur, pour ce complément. Alors, qu'est devenu maintenant le Front pour une alternative républicaine et inclusive, le mouvement citoyen dont vous êtes le président? Vous faites bien de rappeler que je suis le président du Front pour une alternative républicaine et inclusive, FARI, qui est un mouvement citoyen que nous avons mis... Vous insistez sur cette précision? Tout à fait. C'est un mouvement que nous avons mis en place en 2016. Et la dénomination même identifie les sujets de préoccupation qui étaient les nôtres à ce moment-là. Et notamment l'institution d'une gouvernance plus inclusive dans notre pays. Je crois que nous avons été l'un des rares mouvements citoyens au Bénin à penser et à lutter de manière résolue pour une plus grande inclusion de la femme dans les sphères de décision au Bénin. C'est nous qui avons pratiquement les seuls parlé de la nécessité de créer un poste de vice-président de la République au Bénin. Ah oui? Oui, je ne connais pas un autre mouvement citoyen qui en ait parlé. Nous, on en a parlé. On va y venir tout à l'heure. Puis, nous avons milité aussi pour que le pouvoir présidentiel qui apparaît trop monolithique puisse être un peu, disons, de griffe affaibli au profit d'autres instances de décision. Voilà un peu le combat qui a été le nôtre et nous nous réjouissons naturellement des changements majeurs que nous venons de connaître dans le pays
à la faveur donc, de la révision de la Constitution, à la faveur de la prise de nouvelles lois portant charte des partis et code électoral. Professeur Jean-Claude Moumanou, vous êtes enseignant dans les universités du Bénin depuis 1995, je l'ai précisé tout à l'heure. Comment vont les universités du Bénin à l'aide de la rupture? Bon, c'est vrai que la rupture est venue avec un chantier de réforme de la carte universitaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette réforme a emporté l'université dont j'étais recteur, qui est l'université de Porto-Novo. Ah oui. Donc, à l'avènement de la rupture, on avait 7 universités dans le pays. La rupture a estimé que peut-être que c'était trop pour les charges que pouvait supporter notre État. C'était peut-être trop pour que la mission de formation des jeunes soit plus efficace. Et on a réduit ces 7 universités à 4. Bon, depuis 3 ans, ces universités font leur chemin. Il y a certainement des difficultés, mais je crois que les ministres successifs qui ont eu la charge et qui ont encore la charge de piloter la réforme font ce qu'elles peuvent pour que l'harmonie et le progrès marquent justement la marche de nos universités, même s'il y a encore beaucoup à faire. Professeur Jean-Claude Moumanou, on va maintenant plonger dans l'actualité sociopolitique au pays, après avoir fait votre connaissance maintenant. Alors, on va aborder pan par pan l'actualité sociopolitique, non pas seulement celle de cette semaine, mais de ces derniers mois et semaines. Alors, vous êtes un ardent défenseur du respect et de la restauration de l'autorité de l'État. Votre mouvement, dont vous venez tantôt de parler, s'est fendu d'un communiqué au lendemain des législatives du 28 avril 2019, justement, un communiqué qui a eu une allure, qui a eu pour titre, je dirais, une exclamation quelque peu incisive ou à la limite provocatrice. D'abord, pourquoi ce communiqué? Est-ce le bon moment? C'était bien le bon moment, puisqu'il faut qu'on rappelle le contexte dans lequel nous avons publié cette réaction. Bon, nous venions d'organiser les élections du 28 avril dans les conditions que l'on sait, avec le boycott des partis de l'opposition. Et beaucoup d'esprits, de citoyens se demandaient s'il fallait conduire le processus jusqu'au bout. Parce que cette frange de la population se disait que tout n'aurait pas bien marché durant ces élections, que ces élections... Et effectivement, tout ne s'était pas bien passé. Oui, toutes ces élections n'auraient pas été suffisamment inclusives ou consensuelles. Je dis, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une république. Et ce n'est pas parce que à l'occasion d'une échéance constitutionnelle, tout n'aurait pas fonctionné comme on l'aurait désiré, que on va dire, il faut arrêter un processus. Ça, c'est comme créer les conditions d'un coup d'État. Ce n'est pas la première fois que nous organisons des élections imparfaites au Bénin. En tant que journaliste, vous savez sans doute qu'en 2001, notre élection présidentielle n'a pas été parfaite, surtout au second tour. Pourtant, cela n'a pas suscité autant de vagues. Il y a eu des déclarations même si cette présidentielle de 2001 a été plus ou moins un match amical. C'était un match amical, parce que celui qui était qualifié pour le second tour, le général Mathieu Kérékou et son ancien ministre. Oui, le président Soglo a refusé d'aller au second tour. Le troisième aussi, c'était désisté. Voilà, on a organisé quand même le second tour comme un match amical entre le premier et celui qui est arrivé 4e, avec 8%. Et puis, on a validé l'élection. Et le général Kérékou a eu son deuxième mandat de 5 ans. Souvenez-vous qu'en 2011, nous sommes allés aux élections. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'exclusion. Mais du point de vue de la RB à l'époque, c'était une exclusion, puisque leur exigence à eux, c'était qu'on reprenne carrément les élections, parce qu'ils avaient dénoncé la liste électorale, ils avaient dénoncé peut-être même les méthodes utilisées par la Cour constitutionnelle de l'époque. Pour eux, il n'y avait pas de liste électorale. Et pour ces raisons-là, ils exigeaient qu'on reprenne les élections. Mais
Autrement dit, à vous croire, professeur Jean-Claude Roumandi, oui, c'est qu'il y a eu pire. Il y a eu pire, et notamment en 2011. Le 28 avril 2019 n'est pas le premier exemple. Ce n'est pas le mauvais exemple. Ce n'est pas la pire des élections qu'on ait organisées. Puisque cette élection de 2019, le 8 avril, a suivi des dispositions légales qui ont été votées par nos parlementaires qui étaient en place à l'époque. Une échéance moins ouverte. Il y avait des dispositions légales. Oui, il y avait un cadre juridique qui régissait, oui. Un cadre juridique très délicat. Délicat. Que les députés de la législature précédente ont voté ensemble. Peut-être qu'ils n'avaient pas estimé toutes les difficultés, toutes les contraintes qui entouraient justement l'application de ces dispositions. Et ce fait que, bon, certains n'ont pas pu respecter les exigences. Mais ce n'est pas pour autant que... Vous savez, dans la gestion des États, on ne gouverne pas avec le sentimentalisme. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. C'est sans état d'âme. Donc une fois que c'est la loi qui a été appliquée, on ne peut pas remettre en cause. C'est pour cela que nous, au FARI, nous sommes intervenus pour dire qu'il fallait que le président de la République conduise que force reste à l'ordre républicain. À l'ordre républicain. C'est cela. En ajoutant que bien après, évidemment, on pourrait trouver les consensus pour apaiser les uns et les autres. Et je crois que ces consensus sont en train d'être trouvés déjà. Vous aurez pu tenir quand même un langage plus rassembleur, plus conciliant. Mais c'est justement dans le cadre du rassemblement, de l'apaisement que nous avons ajouté à notre déclaration que une fois qu'on aurait conduit le processus jusqu'au bout, il était quand même nécessaire que l'on trouve de nouveaux compromis pour quand même faire droit un peu aux réclamations des opposants, afin d'apaiser les cœurs. Et je crois que notre message a été entendu aussi par le chef de l'État, puisque l'actualité de cette dernière semaine montre qu'il y a eu beaucoup d'ouverture dans les réajustements qui ont été opérés au niveau du code électoral, au niveau de la charte des partis, et même dans la relecture de notre Constitution. Et puisque vous l'avez introduit d'une manière ou d'une autre, on va revisiter quelque peu les innovations apportées non seulement à la loi fondamentale, à la Constitution, la semaine dernière, promulguée déjà d'ailleurs, et le code, le nouveau code qui fait l'actualité cette semaine. Je ne vous apprends rien, la loi numéro 2019-43 portant code électoral est adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cette loi vient corriger un tant soit peu, je dirais, en griffe, ce qu'on pouvait appeler injustice ou les dispositions à polémique de l'ancien code. Alors, si la Cour constitutionnelle l'a reconnu, c'est donc désormais le code auquel on fera face désormais pour aborder les différentes échéances à venir. Professeur Jean-Claude Roumandi, nous passons de 83 députés à 109 députés. Ce sont là quelques dispositions du code. Le duo présidentiel doit être parrainé par 10% des députés ou des maires, soit 16 élus. Enfin, 16 élus pour le moment et un peu plus de 16 quand il sera question d'aller au 109. Oui. Voilà quelques dispositions. Tout à fait. Je crois que, contrairement à ce que beaucoup de commentateurs disent, ce sont des dispositions suffisamment ouvertes. Parce que ces dispositions ont été prises pour empêcher d'abord que des plaisantins lèvent le doigt le moment venu pour dire qu'il veut être président de la République. On en a vu par le passé. C'est vrai. C'est dire que celui qui est candidat, le citoyen qui veut se présenter, doit démontrer qu'il jouit déjà d'une assise au niveau de notre population, au niveau de l'électorat représenté par une partie donc, de la classe politique. Et je trouve que 10%, c'est pas trop. C'est pas trop. Il y a des gens qui pensent que c'est déjà le boulevard pour l'exclusion. Non, c'est pas. Nous avons 83 députés, 77 maires. Il n'est pas démontré que... Oui, 83 députés dont on connaît les couleurs, plus ou moins. Même si on connaît les couleurs, personne... Les 77 maires aussi. Non, c'est pas pour autant que le moment venu, même des gens qui sont de farouches partisans... Donc on connaît d'avance les candidats qui vont bénéficier, plus ou moins, d'office de ces 10%. On ne connaît pas toutes les sympathies. Les députés, ils sont certainement tous proches du chef de l'État aujourd'hui, mais en 2021, si le grand frère de quelqu'un se dit, je suis inspiré, je vais être président, ne serait-ce que par solidarité familiale, celui-là va donner son parrainage à son frère. Est-ce que vous voyez? Et puis les 77, mais il n'est pas dit que tous vont d'office s'aligner derrière le candidat de la mouvance au pouvoir aujourd'hui.
Hein, c'est juste des dispositions pour donner du crédit donc, à la candidature de ceux qui seraient intéressés par la fonction de chef de l'État. Bon, c'est vrai, c'est aussi une manière de réduire un peu le nombre de candidats. Mais je crois que ça laisse ouvert le jeu. Professeur, c'est pas si ouvert que ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir quel est le culte d'allégeance que nous vouons au président en exercice au Bénin. Quel député actuel, quel député de la 8e mandature aura le courage de parrainer un candidat qui, peut-être, entre-temps, s'était écarté un peu du pouvoir? Bon, vous savez, tout à l'heure j'ai dit, il y a nos affinités familiales, des affinités régionalistes. Nous ne savons pas tous les réseaux dans lesquels les gens se trouvent. En 2021, beaucoup d'eau peut avoir coulé sous les ponts. On ne sait pas ce qui va se passer jusque-là. Ça peut faire que certains peuvent peut-être prendre un peu plus de recul par rapport au pouvoir actuel et disent, bon, on va peut-être essayer encore d'autres pouvoirs. Vous voyez. Donc le jeu me paraît ouvert. Il leur faudrait être très courageux dans ce cas. Je ne pense pas que c'est besoin de beaucoup de courage, puisque en fin de compte, c'est l'électorat qui va décider qui sera président de la République. On veut juste aider certains à déposer leur dossier de candidature. Mais ce n'est pas ça qui fera des présidents. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas de crainte à avoir, ni du côté de la mouvance, ni du côté de l'opposition. Est-ce que vous comprenez ce que... Voilà. Professeur, ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres points très intéressants, plus ou moins intéressants. Je dirais, il y a maintenant que la caution pour être candidat à une élection présidentielle maintenant est fixée à 50 millions. Je pense que la caution est devenue beaucoup plus raisonnable. Que l'hallucinante caution. De 250 millions, voilà. Vous voyez, c'était plutôt l'ancienne loi qui était exclusive. La loi qui a été corrigée et qui fixe maintenant le montant de la caution à 50 millions est plus raisonnable. C'est une loi ouverte, ça veut dire qu'un citoyen moyen, qui a des ressources moyennes, peut postuler et que ce n'est plus seulement une oligarchie. Ça évite vraiment qu'on institue une plutocratie dans notre pays. Donc c'est pour ça que moi j'applaudis vraiment des deux mains cet effort que les députés ont fait de corriger les anciennes lois qui ont suscité tant de polémiques et de controverses dans notre pays. C'est vrai qu'on ne pourra pas visiter, épuiser tous les différents points du code, mais on va aborder encore quelques 2 points. 24 sièges exclusivement réservés aux femmes, à raison d'une part circonscription électorale. Je vous disais tantôt que nous sommes parmi les rares mouvements citoyens, le Front pour une alternative républicaine inclusive, à avoir porté ce combat de la nécessaire inclusion de la femme dans nos sphères de décision, et notamment dans notre représentation nationale. À l'instar de l'UDBN, par exemple. À l'instar de l'UDBN, dont la présidente est d'ailleurs une femme, mais elle était une voix isolée. Il y avait des gens comme nous qui portaient ce combat dans la sphère de la société civile. Pourquoi? Parce que depuis 1990 que nous faisons les élections, malgré tout ce qu'on dit, malgré l'égalité formelle réaffirmé dans les constitutions successives, le nombre de députés femmes n'a jamais dépassé 8 à l'Assemblée nationale sur 83. C'est un scandale dans un pays où 52% de la population sont des femmes. Alors, comment corriger cela? Si on doit compter simplement sur la nature, sur le hasard, on ne va jamais avoir une bonne représentation des femmes à l'Assemblée. Il était donc nécessaire d'imposer, de décréter une discrimination positive. Et donc, c'est ce qui illustre... Il fallait constitutionnaliser le principe. Oui. Donc, on dit d'office, on aura au moins 24 femmes. Plus maintenant, celles qui seront élues sur les listes. Et ça va effectivement augmenter le nombre de femmes qui représentent notre population à l'Assemblée nationale. Ce serait heureux. Ça va introduire plus de féminité à l'Assemblée, plus de sensibilité aussi aux questions sociales. Et ce serait pour le bonheur de notre peuple. C'est inutile de rappeler que le cautionnement est remboursable aux listes ayant obtenu 10% oui, au suffrage valablement exprimé. Absolument. Alors, et puis pour les députés aussi, on a diminué le montant de la caution. Bien sûr. Avant c'était 3 millions par candidat, maintenant c'est 1 500 000. C'est heureux.
Professeur, nous sommes désormais au Bénin, à nos jours, à compter de ce moment précis, avec une nouvelle constitution, ce qui n'a pas été possible depuis très longtemps. On l'a hissé même au rang de fétiche, on l'a déifié. Voilà. Oui, cela a été possible depuis quelques jours. Et c'est à l'actif de la 8e législature. On va maintenant plonger, faire immersion dans cette nouvelle constitution, enfin, pas la nouvelle constitution, dans cette constitution modifiée. Révisée, pour être plus précis. Alors, il a fallu bien des sacrifices, vous ne me direz pas le contraire, hein, des contraintes pour bon nombre de politiques, hein, d'autres cadres, des caciques se sont vus exclus hein, à l'issue justement de ce nouveau contexte juridico-socio-politique. Alors, professeur, est-ce vraiment opportun cette révision? Mais la révision était opportune. Nous, au FARI, on a toujours milité. C'était le bon moment? C'était le bon moment. Depuis même la première tentative en 2017, c'était déjà le bon moment. Dès lors que la révision n'était pas faite pour prolonger le mandat d'un président en exercice, pour lui octroyer des mandats illimités. Il était nécessaire qu'on réforme nos sociétés. Nous avons pris l'exemple de la représentation féminine tout à l'heure. C'était un scandale. En plus, notre gouvernance politique régie par l'ancienne constitution, dans la constitution de sa forme ancienne, n'était pas si inclusive que ça. Hein, c'était une constitution qui donnait déjà trop de pouvoir au président de la République. Une constitution qui exacerbait les contradictions ethno-régionalistes. Parce que, bon, qu'est-ce qui se passe? Le président est toujours de quelque part. Il prend le pouvoir, il a tout le pouvoir. L'autre composante de la nation pense que, bon, là maintenant, elle est exclue. Vous voyez, donc il fallait qu'on adoucisse un peu certaines dispositions de notre constitution de 90, en commençant donc par régler la question des femmes. Nous, on a milité pour la création d'un poste de vice-président. Ça va régler aussi, un tant soit peu, le problème de l'union nationale. Moi, je préfère parler de l'union plutôt que de l'unité. Et le problème serait davantage réglé si, par exemple, l'esprit qui va guider la formation du duo prenait en compte la nécessité, justement, de faire cohabiter. De bien polariser. Oui. Donc, le pôle sud et le pôle nord, dans le duo, quoi. Dans le duo. Par exemple, celui qui est titulaire, il est d'une région. C'est tout de même une belle proposition, par exemple. Et son colistier, il est d'une autre région. De sorte que lorsqu'ils vont gagner, chaque région se sent représentée au pouvoir. Même si le vice-président n'a pas de pouvoir exécutif, mais lorsque les populations de sa région d'origine voient qu'il a quand même il a des prérogatives. On dit, nous sommes là aussi. Vous voyez, nous sommes là aussi. Mais le piège qui guette ce duo, surtout le poste de vice-président, le piège c'est qu'il se peut. Il y a risque que ce soit un garage, vu les premières précisions. Oui, ce n'est pas un garage. On a dû bien circonscrire le rôle du vice-président. On dit, il n'est pas membre du gouvernement. Oui. Le président de la République ne lui délègue pas ses prérogatives. Il tient à la chancellerie. Mais il est là, en cas de vacance du pouvoir, il prend. C'est lui qui devient président. C'est important. C'est important. Le président en exercice peut, pour une raison ou une autre, dire, bon, je suis fatigué, je démissionne. Mais il faut que le mandat soit conduit à terme. Là, le vice-président, il devient président de plein exercice. Ce n'est pas un président intérimaire. Donc, c'est un poste important aussi. Le constituant, les députés ont vraiment encadré pour qu'il n'interfère pas dans la gouvernance présidentielle pour éviter des frictions. Mais on lui garantit le plein exercice de pouvoir en cas de vacances. Oui, en cas de vacances, vous l'avez bien dit. Oui. Mais en l'absence de cette vacance de pouvoir, il subit l'oisiveté. Il subit d'une manière ou d'une autre cette oisiveté dissimulée. Non, il n'est pas oisif. On a dit qu'il est aussi le grand chancelier de l'ordre national du Bénin. Donc, si demain, si l'État veut reconnaître les mérites des journalistes émérites et que M. Loris Davor est retenu, c'est lui qui va vous... Et s'il n'a que ça à faire? Votre médaille. Et s'il n'a que ça à faire dans la République? Il peut aller représenter le chef de l'État à certaines manifestations. Si l'agenda est très chargé, et qu'il y a, par exemple, un sommet des chefs d'État de la CEDEAO ou bien de l'UEMOA, et que le président même doit aller quelque part, le président peut dire, le vice-président me représente. Et ce niveau de représentation est plus élevé
que, bon, celui d'un ministre... Un ministre d'État le ferait aussi bien. Non, on voit, c'est symbolique. On dit que c'est le vice-président du pays qui est venu, plutôt qu'un ministre. Dans le protocole, le vice-président est au-dessus du ministre d'État ou de tout. Il n'est pas sous les ministres. Il est au-dessus de tous les ministres. Après, le président, c'est lui. Donc, il représente le président aussi. Même sur le plan national, il peut y avoir une inauguration. Et si le président n'est pas libre, il peut dire, le vice-président va. C'est lui qui préside les manifestations. Donc, il est visible. Le vice-président est visible. Bon, c'est pas qu'il va prier pour que le président tombe malade. Mais, si par extraordinaire, il y a des missions, le président est fatigué, ou bien il y a des... C'est lui qui devient président. Il peut gouverner 3 ans, 2 ans, 1 an. Et ça lui met le pied à l'étrier pour briguer même un vrai suffrage en tant que président titulaire. Je vois. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Selon vous, tous ces points, toutes les innovations apportées à la loi fondamentale, sont-elles pertinentes? Bon, il peut y avoir un point ou un autre qu'on peut discuter, mais sur l'essentiel, les correctifs qui ont été apportés à notre constitution de 90 me paraissent tout à fait pertinentes et nécessaires. Une constitution, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas une fin en soi. La constitution, c'est un moyen pour organiser la société, pour atteindre des objectifs, et notamment pour ceux qui nous concernent dans nos pays pauvres, pour atteindre des objectifs de développement, pour créer plus d'harmonie et d'efficacité dans la marche de la nation. C'était nécessaire qu'on révise, et je crois que sur l'essentiel, nos députés, nos élus ont fait un bon travail. Et, disons, le mérite en revient aussi au chef de l'État, qui a créé vraiment le contexte, qui a permis vraiment cette grande avancée, cette avancée formidable pour le pays. Il n'était pas question qu'on reste dans l'immobilisme. C'est vrai qu'il y en a de très pertinents, de très intéressants, comme la reconnaissance de la chefferie traditionnelle et bien d'autres. Mais il y a par exemple cette garantie de rétroactivité, cette garantie offerte aux députés de pouvoir retrouver leur place, que je trouve qu'à par exemple le superflu, on pouvait quand même... Ce n'est pas superflu, M. Davo. Vous savez, si vous allez à l'Assemblée nationale, aujourd'hui au Parlement, vous aurez peut-être des députés qui sont à leur 4e mandat, à leur 5e mandat. Cette disposition qu'on a... Non, la limitation du mandat. Non. Oui. Vous parlez de la limitation du mandat. La limitation du mandat, oui. C'est une bonne chose. Mais en dehors de cette limitation, il y a maintenant que le poste leur est garanti, quel que soit mais c'est bien. les nominations intervenues. Mon cher ami, c'est bien. Si vous êtes élu député et que, bon, au niveau de votre parti, on dit, bon, vous devez être ministre, on vous nomme ministre. C'est vous qui avez battu campagne, qui avez investi l'essentiel des ressources pour faire campagne, et puis, bon, vous même ministre. Il se fait que, bon, pour une raison ou pour une autre, le président vous limoge 8 mois après. Votre suppléant a pris votre place à l'Assemblée nationale pour 5 ans. Enfin, pour les 4 ans qui restent là. Ou encore qu'on peut vous nommer juste après 1 mois. Vous avez été élu député, vous siégez 1 mois, et puis on vous nomme ministre. Mais il se fait que 8 mois après, on vous limoge pour une raison ou une autre. Et c'est votre suppléant qui, en principe, dans la situation ancienne, va jouir des prérogatives du député, de votre siège, pendant 4 ans. Il le mérite amplement. Pendant que vous êtes au chômage. Il le mérite amplement. Ce n'était pas par hasard qu'on vous avait mis titulaire. Alors, les nouvelles dispositions disent, si on vous a nommé et que, pour une raison ou pour une autre, vous êtes limogé, vous pouvez venir reprendre votre siège. C'est ce qui se passe en France. Un ministre qui était député, s'il est limogé, il revient. La preuve, l'ancien président de l'Assemblée nationale de France, qui était ministre de l'écologie. On n'est pas obligé de tout plagier. Je trouve que c'est cohérent, c'est juste. Moi, si j'ai été élu député, on me met ministre, et puis juste un mois après, un an après, on me dégomme, je ne vais pas rester là à me tourner les pouces. Mais cela cache un détail non moins négligeable. Lequel? Il y aura maintenant un véritable combat autour maintenant des postes des titulaires. Oui, bon, ce sont les partis, leurs instances décisionnelles qui désignent les titulaires en se fondant sur certains critères. Très bien. Et je crois que les suppléants aussi connaissent leur rôle. Les gens, les droits de la main ne sont pas égaux. Dans un groupe, on sait qui est leader naturellement et qui est second. Donc on ne met pas les gens en tête de liste au hasard comme ça. Donc le bonhomme revient, il dit, cher ami, cher frère, bon, je suis revenu, tu me laisses la place. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller reprendre votre siège. Si vous avez d'autres ambitions,
vous pouvez dire à votre suppléant de continuer. Ce n'est pas fatal que celui qui avait été nommé et qui a été limogé ou bien qui est arrivé à la fin de sa fonction cherche à retrouver son siège. Il peut aussi dire à son suppléant de continuer, comme il peut dire, pour des raisons, je reprends mon poste. C'est ce que la loi permet. J'attends de voir qui voudra bien être suppléant dans cette condition. Professeur Jean-Claude Roumanou, comme si le chef de l'État venait justifier les nouvelles dispositions, la modification partielle de la loi fondamentale, eh bien, on l'a vu. Il s'est offert les antennes de grandes chaînes internationales, France 24 et RFI, pour se prononcer sur de très sensibles et importants sujets, à savoir la polémique qui entoure le franc CFA, la politique au pays, les cadres juridiques actuels votés et promulgués actuellement. Alors, en tant que grand expert de ce domaine de la communication, a-t-il réussi son exercice? Si on devait donner une note, on va pas lui donner 20 sur 20. Mais bon, c'était bien, dans l'ensemble. C'était bien, on peut lui donner jusqu'à 16 sur 20. Ça veut dire qu'il y a quelques points sur lesquels il aurait pu faire mieux. Je vois. De toutes les façons, il voulait lancer un certain nombre de messages, dont certains étaient destinés à nos partenaires français, notamment de l'Union européenne. La preuve, le lendemain ou le surlendemain, le gouvernement français a réagi. Oui, s'est fendu d'un communiqué. Oui, et en même temps, cette intervention a auréolé. A suscité beaucoup d'autres réactions aussi sur le continent. Ça l'a auréolé même du statut de leader de la région. Parce qu'il faut être courageux. Il faut avoir été courageux pour parler de la question du CFA en ces thèmes-là, sans hésitation, et mettre les pieds dans le plat, quoi. Et ça a agrandi nos chefs de l'État dans cette région. Il y a beaucoup de chefs d'État qui n'auraient pas osé faire ce qu'il a fait. Il fallait quelqu'un comme le président Talon pour faire ça. Donc il a réussi parfaitement cette mission-là au nom de l'UEMOA et au nom de nos populations. N'est-ce pas un risque? Non, je crois que c'est un risque calculé. Et le chef de l'État, il a été très habile. Pour l'emprise de cette nation colonisatrice. Oui, pour l'emprise. Et c'est pour ça qu'il a essayé d'abord de les lier eux-mêmes. Il dit non, c'est une question à laquelle eux-mêmes ils pensent. Il dit, le président Macron, les autorités françaises sont d'accord pour qu'on réforme le CFA. Donc ce n'est pas quelque chose d'original que lui dit, ce n'est pas une révolution qu'il veut entraîner. Il dit, on est tous d'accord pour avancer. Et il essaie d'esquisser les pistes pour cette avancée-là. Donc il n'a pas pris trop de risques. Ça n'a pas été perçu à Paris comme un défi ou une défiance à la toute-puissance de l'ancienne puissance colonisatrice. Qu'est-ce qui explique ou motive, selon vous, ce courage du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon? Il y a quelques mois ou quelques années déjà, vous vous rappelez, il a précisé qu'il faille que la France nous restitue nos biens culturels. Voilà. Le chef de l'État, il faut le dire, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui n'hésite pas. C'est un iconoclaste, quoi. C'est un iconoclaste. Et cette qualité est nécessaire aux réformateurs. C'est comme la Constitution. Vous avez parlé de fétiche tout à l'heure. Bon, c'est quelqu'un qui ne craint pas de casser les fétiches en cas de nécessité. Le CFA aussi, c'est comme un fétiche. Donc lui, et ce n'est pas pour rien, peut-être que les gens l'ont surnommé à Bonon chez nous. Il faut du courage et du toupet. Voilà. Pour oser mettre les pieds dans le plat, quoi. Aborder un sujet aussi sensible. Donc il a ce courage-là, qu'il faut lui reconnaître. Il a un courage vraiment exceptionnel qui a fait qu'il a pu aborder ces questions sans crainte. Dernier sujet au chapitre, je dirais, politique, au chapitre politique, parlant de la politique nationale, le professeur Jean-Claude Roumanou, avant d'ouvrir le 12 minutes de Corneille Haïssé, 12 minutes au cours desquelles vous allez apprécier autrement le débat. Et là, je ne vous dirai pas plus que ça. Alors, de l'applicabilité maintenant de la loi portant amnistie. Amnistie, voilà. Et je crois que cette loi a déjà été appliquée, puisque presque, sinon, tous ceux qui avaient été emprisonnés dans le cadre des événements subséquents aux élections législatives du 28 avril 2019 ont déjà été libérés.
ils ont tous été libérés. Tous ceux qui étaient incriminés pour une raison ou pour une autre, qui ont posé des actes de vandalisme, qui ont détruit des biens de l'État, des biens du privé. On a noté une célérité dans la libération, juste au lendemain de la promulgation de cette loi. C'était important le fait, puisqu'il s'agissait de créer les conditions de la détente, de la réconciliation nationale. Mais l'expression de cette loi va-t-elle s'arrêter seulement à ce niveau ou pourra-t-elle s'étendre aux autres exilés politiques? La loi dit amnistie des gens qui ont commis des délits dans le cadre des élections du 28 avril 2019. Or, lorsque vous faites allusion aux exilés politiques, il y en a pas mieux qui n'ont pas été mêlés directement aux événements ayant entouré les élections du 28 avril 2019. Il y en a qui sont en exil pour d'autres raisons. Les gens qui se sentent injustement condamnés, et ils sont allés se réfugier en France. D'autres qui avaient peur qu'on vienne les chercher des poux dans la tête, puisqu'ils ont géré par le passé. Peut-être que des audits ont révélé certaines failles dans la gestion et ils craignaient peut-être de subir les foudres de la loi. Et ces gens-là sont allés se réfugier aussi à l'étranger. Et je ne pense pas que la loi d'amnistie s'applique à ces catégories d'acteurs. C'est peut-être d'autres phases, d'autres concertations, ou bien d'autres volontés d'apaisement du chef de l'État, qui pourront permettre qu'on aborde ces questions-là et qu'on trouve encore des solutions à l'africaine. À l'africaine, peut-être pour permettre à tout le monde de rentrer, peut-être d'effacer le passif. Mais encore, bon, donc vous en appelez à autre mode de clémence pour attendre un jour de voir un Laurent Mentoyon libéré, beaucoup d'autres dont je me permets de ne pas citer les noms ici. Parce que c'est vrai, le chef de l'État, il dirige le pays avec beaucoup d'intelligence, il peut encore y mettre beaucoup d'amour. Et c'est peut-être cet amour, ce grand amour, qui va lui permettre encore de tendre la main à d'autres catégories de gens peut-être qui ont quelques raisons de se plaindre de lui. Voilà. L'immense voisin de l'Est nous a fermé ses frontières, on va y revenir tout à l'heure, sans oublier la polémique autour de la résidence de l'ancien président général Mathieu Kérékou et les hommages aux aînés qui nous ont quittés. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mois de novembre est un mois en griffe consommateur de gloire, comme je me suis permis de le dire entre-temps. On y vient juste après, les 12 minutes de Corneille Haïssé, 12 minutes pour connaître autrement Jean-Claude Roumanou, 12 minutes pour lui arracher peut-être des vérités qu'on n'a pas eu le courage d'aborder jusque-là. Les 12 minutes, c'est maintenant. Professeur Jean-Claude Roumanou, bonsoir. Bonsoir, M. Haïssé. Alors, j'ai suivi le débat depuis longtemps, et puis j'ai envie de vous poser une toute première question avant de continuer. Avez-vous une couleur politique ou vous restez simplement universitaire de renommée internationale? Je suis universitaire, mais j'ai aussi mes sympathies politiques. Je ne suis pas neutre politiquement. J'ai mes sympathies. Et si vous m'avez bien suivi, je n'ai parlé de la gouvernance actuelle qu'en termes pratiquement positifs et élogieux. Ça veut dire que je suis sympathisant du pouvoir du président Patrice Talon. D'accord. Alors, justement, ça nous permettra de mieux orienter les prochaines questions.
conclusion des législatives du 28 avril au Bénin, que force reste à l'ordre républicain. Tout à fait. C'était le titre de votre publication du 3 avril 2019. 3 mai. Voilà, 3 mai oui. 2019. Tout à fait. Alors, en donnant votre avis sur les violences post-électorales, vous avez invité le chef de l'État à veiller scrupuleusement à mener à terme et à bon terme le processus législatif en cours. Voilà. Alors, ce discours n'était-il pas trop politisé? Est-ce que c'est ce genre de discours qu'on devait attendre d'un universitaire qui prône, qui fait des recherches pour la paix en ce moment-là, en cette période qui était un peu sous tension? Merci, M. Aïssé. La loi est dure, mais c'est la loi. Une société ne se construit pas seulement avec de la sensiblerie ou des sentiments. Une société se construit avec l'ordre, avec le respect de la loi, si difficile soit-il. Les conditions dans lesquelles on était, c'est de quelles conditions? Nous avons organisé des élections conformément aux échéances électorales et conformément à la loi. Bon, c'est vrai. Des élections exclusives. Ah, ça c'est le commentateur que vous êtes qui le dit. On a remarqué que pour une raison ou bien pour des raisons ou d'autres, beaucoup de nos électeurs n'étaient pas rendus aux urnes parce qu'il y avait peut-être une ambiance de terreur. Et puis, bien avant ça, il y a quand même une bonne partie de la classe, surtout les principaux partis de l'opposition, qui ont été simplement exclus de ces élections. Non. Si vous avez bien suivi le processus qui a conduit aux élections, moi je dirais simplement que nos compatriotes de ce bord avaient voulu faire de l'obstruction, puisque la majorité parlementaire de l'époque avait été disposée à discuter avec la minorité parlementaire qui était de l'opposition pour essayer de corriger dans les dispositions électorales les lignes, les dispositions qui pouvaient permettre quand même d'assouplir un peu, disons, les conditions de candidature. Il se fait que ce sont nos compatriotes de la minorité parlementaire de l'époque qui ont mis fin aux négociations, et qui ont voulu jouer au dilatoire. Et les gens ont dit, les événements ont semblé faire penser à paraît-il à autre chose, puisque on a vu la sortie de la Sénat en ce moment qui parlait de fautes mineures et fautes majeures, et cet événement conduirait à penser peut-être qu'il y aurait eu peut-être des traitements de faveur à l'endroit de certains partis en ce moment. Est-ce que, au regard de toutes ces réalités qu'on avait vécues en ce moment, on ne serait pas tenté de penser effectivement qu'il y a eu de l'exclusion? Ça y est, non. On ne peut pas parler tout de coup d'exclusion. C'est vrai, nous ne sommes pas encore suffisamment organisés pour produire des élections parfaites. Depuis 1991 que nous organisons des élections, il y a toujours... D'abord, on avait des listes pratiquement inexistantes, où quelqu'un pouvait aller voter 10 fois, jusqu'à ce qu'on décide de mettre en place la LEPI. Et vous savez dans quelles conditions on a mis en place une LEPI aussi inexistante, qui a permis à quelqu'un de faire le chaos. Tout ça dans ce communiqué Oui, voilà. Donc, on apprend à organiser de bonnes élections. Bon, les choses peuvent ne pas avoir été parfaites. Toujours est-il que les élections ont été organisées conformément à la loi, conformément aux dispositions du code électoral. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Mais une fois que c'est la loi qui est appliquée, elle doit être appliquée jusqu'au bout. Comment? On ne fait pas pour faire plaisir au budget de quelqu'un, chercher d'appliquer la loi. C'est l'application de la loi qui permet à la société de continuer sa marche en avant. Imaginez que le président ait décidé d'arrêter, mais ça aurait pu créer d'autres désordres. Ça aurait pu créer d'autres désordres, c'est-à-dire même une sorte de vacance du pouvoir. Non, c'est l'anarchie. Donc j'ai beaucoup apprécié la fermeté du pouvoir pour conduire donc, le processus jusqu'au bout. Mais la conséquence de ce scrutin-là, c'est qu'aujourd'hui, on est en face d'un Parlement contesté qui s'est révélé être le Parlement des grandes réformes. Quand on parle d'un Parlement monocolore aujourd'hui, est-ce que cela rassure de ces réformes, dont la modification de la loi fondamentale, le nouveau code électoral, vous en avez parlé il y a un instant sur ce plateau. Aujourd'hui, la conséquence de cette situation, c'est qu'on a un Parlement monocolore. Ça rassure pour l'avancée démocratique au Bénin? La première question que nous devons nous poser lorsque nous pensons à nos députés, aux 83 qui sont là actuellement, c'est celle de se demander, est-ce que ces députés aiment le Bénin?
est-ce que les députés aiment nos concitoyens? Et moi, je n'ai pas de raison de penser que les députés, qui sont l'émanation du Bénin, qui émanent de nous, parce que la plupart de ceux qui sont là, ils étaient là déjà dans la 7e législature. Pratiquement la moitié d'entre eux. Est-ce que vous voyez? Donc, des gens pour qui on avait voté dans les conditions que nous pouvions considérer comme normales, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont revenues dans les conditions que nous considérons comme exceptionnelles. Donc, si nous les avions aimés hier, si nous avions fait confiance à ces gens-là hier, pourquoi nous ne leur ferons pas confiance aujourd'hui? Est-ce que de la 7e à la 8e législature, ils ont cessé d'aimer le pays? Ils ont cessé d'être bons? Je crois qu'il faut faire confiance à l'humanité et à l'intelligence de nos députés. Il faut faire confiance à leur sens critique. Est-ce qu'ils ont commis un crime en révisant la Constitution? Est-ce que réviser la Constitution, c'est un crime? Ce sont des personnes intelligentes qui sont à l'Assemblée. Ce ne sont pas des moutons. Ce sont des gens qui réfléchissent. Et ils ont réfléchi et ils ont fait ce qui était nécessaire pour le pays. Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Il faut avancer malgré les obstacles. Il faut avancer. Dans des pays pauvres comme les nôtres, qui ont besoin de se construire, on ne peut pas avancer avec des velléités. Mais dans ces conditions, dans les conditions actuelles, est-ce que vous ne pensez pas que c'est enflammé ou accentué la crise politique née des dernières élections législatives? Mais M. Haïssi, le Parlement vient de voter la loi d'amnistie. Le Parlement vient de voter des lois correctives, des lois qui avaient suscité la crise en avril et en mai 2019. Je crois que c'est déjà de bons signes, de bons pas vers l'apaisement, vers la réconciliation des cœurs. Et il faudrait être sincère pour l'applaudir. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à la nouvelle loi électorale, le nouveau code électoral, qu'il n'y aurait plus d'exclusion. Vous l'avez dit, Oui, j'ai dit. Mais quand on prend certaines dispositions, pas la loi en tant que telle, mais l'application, quand on sait aujourd'hui que la configuration de ce Parlement que nous avons, deux grands partis représentés au Parlement, et des partis de la mouvance présidentielle. Et quand on prend par exemple le système du parrainage, il faut avoir la signature des de députés, également d'élus et autres. Est-ce que des stratégies d'exclusion ne peuvent pas renaître également de l'application de ces dispositions? Bon, pourquoi allons-nous penser a priori qu'il y aura de l'exclusion? Surtout que c'est parce qu'une frange de la classe politique pensait qu'il y avait des dispositions exclusives que les nouveaux députés se sont dit, pour rassurer les nôtres, il faut qu'on corrige ces lois-là. Et ces lois ont été corrigées. Et on continue de penser que c'est toujours pour exclure. Je ne pense pas. Faut rassurer. Les députés qui sont là, ils ont leur libre arbitre. Les maires qui sont là ont leur libre arbitre. Ils ont leur sympathie. Si je suis maire et que mon grand frère veut postuler, veut briguer la présidence, si je vais dire, bon, parce que je suis dans tel parti là, je ne vais pas lui apporter mon suffrage. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question de sympathie. On pense que bon, il est capable. Il peut aller échouer, peu importe. D'accord. Mais je veux lui permettre de remplir les formalités pour déposer sa candidature. Il nous reste un peu plus de 3 minutes avant de boucler. Alors, aujourd'hui, que reprochez-vous au régime en place? Si qu'est-ce que vous je dois souhaiter quelque chose, tout à l'heure j'ai dit que le président, il dirige le pays avec beaucoup d'intelligence, avec méthode, avec rigueur. Et je souhaiterais donc qu'il mette encore plus d'amour, qu'il dirige le pays avec plus d'amour. C'est cela. Merci bien, professeur. On vous amène rapidement dans votre champ, l'université. Au départ, j'ai lu vos publications en avril-mai 2017, quand on a commencé les réformes, notamment la carte universitaire, la question des examens de licence et autres, des examens nationaux et autres. Vous n'étiez pas totalement d'accord avec ça. Aujourd'hui, quels sont vos avis sur la question? Je n'ai pas changé sur ces questions-là. Je trouve qu'on peut encore améliorer la réforme de la carte universitaire. Je pense que notre pays a besoin d'au moins 5 universités nationales. Je trouve que la capitale, Porto-Novo, doit disposer d'une université de plein exercice.
Je trouve également que la partie septentrionale de notre pays ne peut pas abriter une seule université, l'université de Parakou. Il faudrait qu'on puisse rétablir l'université de Nati-Tengou, que l'on fusionne l'ancienne université de Kétou et l'université polytechnique d'Abomey pour en faire une seule université polytechnique industrielle et agricole. Et que l'université de Porto-Novo redevienne une université pluridisciplinaire, comme Calavi et Parakou. Et là, on aurait vraiment un bon maillage universitaire dans le pays. Et pour les quelques secondes qui nous restent, le professeur nous disait la dernière fois à l'université d'Abomey Calavi, avant d'accéder certainement, avant de faire les thèses et autres, en tout cas pour les femmes, il y a la question du harcèlement sexuel. Vous avez, sur votre parcours de grand universitaire, vous avez certainement été confronté à des situations du genre. Vous confirmez le phénomène? Bon, vous savez, ce sont des hommes qui animent les départements, les amphithéâtres, et aussi des femmes qui animent les départements, les amphithéâtres de nos universités. Et quand on parle des êtres humains, il y a forcément quelques faiblesses. Dont certains d'entre nous peuvent faire. Les 12 minutes ont expiré. Voilà. Merci, professeur Jean-Claude Roumenou. Le chrono de 12 minutes m'a permis de gagner quelques secondes ou a permis à Corneille d'en perdre quelques-unes. Qui sait? Toujours est-il que Corneille a fini sa chronique. Et nous nous retrouvons maintenant pour la suite de ce numéro de Dimanche Politique. Merci Corneille, on se retrouve dans... Merci. Et puis, merci. Dans une semaine. On va permettre d'approfondir un peu quelques idées. Alors, professeur, je le disais tantôt, il y a quelques mois, plus précisément le 20 août 2019, le grand voisin de l'Est nous a fermé sa frontière terrestre. Je veux parler du Nigeria qui a fermé sa frontière avec nous, du pain béni pour les vendeurs d'essence de contrebande qui en font subir plus d'un, qui surfent sur cette occasion. Vous l'aurez sûrement constaté si vous en étiez sûrement un bon client, hein, et entretiennent une spéculation malsaine sur le marché. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous ce comportement du Nigeria et qu'est-ce qui explique la résilience du Bénin? Et merci, monsieur Davo. Et je voudrais commencer par saluer la résilience de notre pays, la résilience de notre peuple. Puisque depuis le 20 août, nous n'en sommes pas morts. Le Bénin continue de tenir. Le peuple béninois continue de tenir ferme. Je tire un... Non sans peine, hein? Mais nous tenons. Oui. Cela veut dire que ça n'a pas entamé notre marche en avant. La preuve, il y a une délégation... C'est l'alibi principal maintenant pour subir les surenchères sur le marché. Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande, malheureusement. Le commerçant n'a pas d'état d'âme. Il veut faire des profits. Vous voyez. Donc, s'il y a une situation et à tous les niveaux. Une situation de rareté, ça fait que le produit il augmente de prix. C'est ce qui se passe. L'essentiel est qu'on souhaite que nos populations continuent d'avoir les ressources pour demeurer résilientes. Est-ce que vous voyez? Bien, personnellement, je déplore l'attitude de notre grand voisin. Et si on a de la mémoire, on se souvient que c'est toujours le même chef d'État qui, dans les années 80, nous avait déjà fermé la frontière. Il est arrivé au pouvoir et pratiquement quelques semaines après, il ferme la frontière avec le Bénin. Ça nous avait créé des dommages, mais bon, nous avions survécu. Maintenant, tout en étant le pays qui abrite le siège de la CEDEAO, malgré nos professions de foi pour l'intégration régionale, pour la libre circulation des personnes et des biens, voilà le grand frère qui se lève et qui nous ferme la frontière au nez. Et pour quelles raisons? Moi, je pense que s'il y a dysfonctionnement, c'est plutôt au niveau de la douane. Si vous ne voulez pas qu'un pays rentre dans votre pays, qu'un produit rentre dans votre pays, vous surtaxez. Vous instruisez vos douaniers d'être rigoureux. Est-ce que les douaniers nigériens font bien leur travail? S'il y a un produit prohibé qui vient du Bénin, c'est à eux d'arrêter le produit. Ou bien de surtaxer pour que ceux qui exportent ce produit vers le Nigeria n'aient plus envie de l'exporter. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Sinon, ce n'est pas très amical. Je trouve que ce n'est pas très amical de nous fermer la frontière au nez.
Ce n'est pas bon pour les relations de bon voisinage, étant donné que ce sont même les mêmes populations qui sont des deux côtés de la frontière. Ce sont des Goum, des Tori, des Yoruba, qui sont des deux côtés de la frontière. Et il faut qu'ils réforment bien leurs douanes, qu'ils instruisent correctement leurs douaniers et qu'ils s'appliquent les procédures douanières. C'est tout. Si vous ne voulez pas qu'un produit rentre, vous surtaxez. Si vous voulez faire du protectionnisme, eh bien, quelqu'un veut envoyer du riz du Bénin au Nigeria. Ben, vous dites, bon, vous payez 100% ou bien 200% de frais de douane. Ça va faire que vous ne pourrez pas vendre ça sur le marché. Donc, vous êtes obligé de changer votre fusil d'épaule et de trouver d'autres produits à exporter. Autrement dit, il y a mieux à faire que de fermer. Il y a mieux à faire, c'est pas amical. Surtout que c'est pas amical, c'est pas la meilleure façon de régler le problème. Et il n'y a pas que le Bénin qui subit... oui, le Niger aussi. C'est un front, il y a le Niger, le Tchad, le Cameroun. Oui. Et ce qu'il y a à préciser, c'est que cette décision reste applicable jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, on a décidé justement, le gouvernement... Oui, ça nous permettra aussi de réfléchir, de penser à d'autres alternatives. Mais ce n'est pas très, très logique, même au regard des lois naturelles. Vous connaissez certainement les bœufs. Vous connaissez les pique-bœufs aussi. Les pique-bœufs sont des parasites des bœufs. Mais ça ne gêne pas les bœufs. Si un animal est vraiment puissant, qu'un animal plus petit veuille profiter de lui pour susciter, ça ne gêne pas les grands animaux. Le Nigeria, 200 millions d'habitants, première économie africaine, ce n'est pas le Bénin, petit pays de 112 600 km², de 11 millions d'habitants, qui va affaiblir l'économie. Très bien. Du Nigeria. Je vais quand même vous permettre de dire un mot sur la fameuse résidence de général Mathieu Kérékou, qui a nourri quelque peu l'actualité ces derniers jours. Oui. Bon, c'est vrai que dans l'opinion, cette résidence était perçue comme une résidence de fonction. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'était une résidence de fonction. Feu le général Mathieu Kérékou est tellement resté dans la résidence des Filao que peut-être certains ont pensé que c'était sa maison, son domicile naturel, quoi. Mais je pense que c'était une résidence de fonction. Et parce qu'il a passé vraiment plusieurs décennies, au point que la résidence a fini par faire corps avec son nom. Alors, l'État béninois ne peut pas être léger, au point de ne pas savoir quel est le véritable statut de cette résidence avant de prendre des décisions à son propos. C'est sûr qu'avant que le Conseil des ministres ne décide de transformer cette résidence en jardin public, on a dû prendre toutes les précautions. De droit, on a dû prendre tous les renseignements et certainement que l'État s'est rendu compte que c'était une résidence de fonction et que c'est par respect, par égard pour ce que le général représentait pour notre nation que, bon, on l'avait laissé y vivre jusqu'à ces derniers jours. C'est ce que j'en pense. Professeur Jean-Claude Roumenou, c'est complètement terminé pour ce numéro de Dimanche Politique. Nous allons quand même vous permettre de rendre un hommage mérité à ces aînés, à ces patriarches qui nous ont quittés, professeur Albert Tevoidjre, docteur Adjou Moumouni et l'ancien ministre de la Justice et député à l'Assemblée nationale, Ismaël Tidjani Serpous. Vous aviez raison de dire que le mois de novembre et le mois d'octobre finissant, ces 2 mois ont emporté beaucoup de célébrités, beaucoup de personnalités, de grandes figures. De gloire. De gloire même de notre vie politique et sociale nationale. En commençant par le professeur Albert Tevoidjre. Oui. Tevoidjre, j'ai beaucoup apprécié personnellement l'hommage que lui a rendu le journaliste Jean-Baptiste Plaka sur RFI. Oui. J'ai beaucoup apprécié. Oui, la semaine de Tevoidjre. Oui, je fais vraiment mien cet hommage, dont je retiens les mots. Il n'a pas été le seul à lui rendre hommage. Je trouve que jusqu'à présent, le meilleur hommage qui a été rendu à Tevoidjre. Vous n'avez pas lu encore l'hommage du jeune collègue Espedi Ologo, c'est de qui reste aussi Plaka. fourni et pointu. Que Albert Tevoidjre fut un esprit brillant, un esprit flamboyant, une intelligence supérieure. Il fait partie de ceux des grands fils du Bénin, grâce à qui le Bénin était considéré comme le quartier latin de l'Afrique. Il a représenté dignement le Bénin et l'Afrique dans le monde. Et on ne peut que souhaiter bon voyage à sa grande âme vers la lumière. Merci. Le ministre Tidjani Serpous, c'était une grande
personnalité aussi. Depuis même la Révolution, il était procureur de la République sous la Révolution. Et puis, sous le renouveau, on l'a vu député, grand leader du PRD aux côtés de Maître Adrien Mbedi. Il a été ministre de la Justice, président du groupe parlementaire. Et le docteur Adjou Mouni, vraiment... Toute une autre histoire. Toute une autre histoire, qui a été élu président de la République et qu'on a empêché... Jamais installé. Oui. Un sage, c'était un sage. C'était un sage. Merci, professeur Jean-Claude Roumenou, pour nous avoir consacré ces précieuses minutes sur Dimanche Politique. Je rappelle que vous partagez la logique qui sous-tend les différentes réformes du gouvernement Patrice Athanas Guillaume Talon, à l'opposé des griots politiques BA. Vous restez objectif dans votre appréhension de l'animation de la vie politique béninoise. Vous n'avez pas manqué d'exprimer tout de même des réserves sur la définition de la nouvelle carte universitaire disponible au Bénin. Merci à vous, professeur. Merci et à très bientôt. pour votre amitié. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous déjà dimanche prochain avec un tout autre cadre pour lire autrement l'actualité sociopolitique au Bénin. C'était Dimanche Politique.